Bienvenue à tous pour ce chapitre numéro 6 intitulé Cinématique et dynamique newtonienne. Donc ce chapitre, c'est le premier d'un ensemble de plusieurs chapitres qui portent donc sur la mécanique. La mécanique, c'est-à-dire l'étude du mouvement des objets. Ce chapitre 6 va être l'occasion de mettre en place donc différents outils qui vont être utiles pour les chapitres suivants. Et on va donc commencer par la définition de grandeur fondamentale. Et tout d'abord, voyons ce qu'il est nécessaire d'établir lorsqu'on fait l'étude générale du mouvement d'un objet. Il va bien sûr falloir définir certaines choses, et notamment tout simplement de quoi parle-t-on, de l'objet qui est en train de bouger. En mécanique, on appelle ça le système d'étude. Donc il faut le définir au préalable, ou bien l'exercice le définit tout simplement. Il va falloir choisir également un référentiel, c'est-à-dire l'objet par rapport auquel on étudie le mouvement, le point de vue par rapport auquel on étudie le mouvement, un repère d'espace afin de pouvoir établir donc une suite de coordonnées de l'ensemble des positions successives occupées par l'objet, et un repère de temps pour définir donc le point de départ du mouvement. Quand je parle du point de départ, c'est le point de départ au niveau temporel. Pour simplifier les choses, nous allons considérer que le système va être représenté par l'un de ces points, en général le centre de gravité, qui sera affecté de l'ensemble de la masse de l'objet. Afin de simplifier l'étude, parce que sinon évidemment il faudrait voir comment bouge l'objet par rapport au centre de gravité, ce qui n'est pas l'objet de ce chapitre et qui ne sera pas du tout étudié cette année. Parmi les grandeurs fondamentales, bien évidemment, il y a même si c'est pas le vecteur auquel on va parler pour lequel on va développer le maximum de choses, le vecteur position et le vecteur déplacement. Alors, c'est deux vecteurs différents. Le vecteur position qui permet de repérer donc la position d'un point M à tout moment par rapport à une origine, à l'origine du repère, le point O. Donc le vecteur position, c'est le vecteur OM, qui possède comme coordonnées l'abscisse x et l'ordonnée y, ça ce sont les coordonnées du vecteur OM, et ce sont aussi les coordonnées du point M, x et y, puisqu'évidemment O c'est l'origine du repère. Donc on peut écrire que le vecteur OM est égal vectoriellement à x fois i plus y fois j, i et j étant les vecteurs unitaires de ce repère. Si maintenant on s'intéresse au déplacement, nous allons voir ce qui se passe de part et d'autre du point M qui nous intéresse. Donc le point M a été atteint à une certaine date quelconque, donc on va dire que ce point M c'est le point MI, et le point précédent c'est donc le point MI-1 à la date d'enregistrement précédente, et MI plus 1 c'est le point suivant. Le vecteur déplacement, eh bien, c'est le vecteur qui va du point précédent jusqu'au point suivant. Donc le vecteur mi-1, mi plus 1. Si on décompose ce vecteur, grâce à la relation de Schall, on peut déduire qu'il est égal à mi-1o plus o mi plus 1. Le vecteur o mi plus 1, on n'y touche pas, et on va dire que le vecteur mi-1o, c'est l'opposé du vecteur o mi-1. J'arrive donc à l'égalité suivante, OMI plus 1, pas changé, et j'ai remplacé le MI-1O par moins OMI-1. J'ai donc une variation du vecteur OM entre le point MI-1 et le point MI plus 1. C'est donc un delta OM autour du point I. Donc on va noter delta OMI. Autrement dit, le vecteur déplacement, c'est la variation du vecteur position, ce qui est relativement logique quand on regarde les deux mots déplacement et position. Ça va nous être utile pour définir le vecteur vitesse. Alors vous le savez tous, la vitesse c'est un déplacement par rapport à une certaine durée. Si on considère dans un premier temps un vecteur vitesse moyen, il sera donc égal au vecteur déplacement autour du point I, donc mi-1, mi plus 1. Et pour aller de ce point mi-1 jusqu'au point mi plus 1, il s'est écoulé une durée qui correspond à ti plus 1 moins ti moins 1. À la date ti moins 1,
le point étant mi-1, à la date ti plus 1, le point étant mi plus 1. Le vecteur déplacement, on part bien du point de départ pour aller au point d'arrivée. Si maintenant on prend la durée, il s'est écoulé quelle durée? Eh bien, c'est l'instant final moins l'instant initial. Hein. Ne soyez pas étonnés par le fait qu'il y ait une inversion là au niveau des indices. C'est complètement logique si on réfléchit bien à la définition du vecteur vitesse. Nous avons donc dit que le vecteur déplacement, c'est la variation du vecteur position. Donc j'arrive à delta OMI. Et là, j'ai tout simplement une durée, delta t, entre l'instant final et l'instant initial. Voilà donc à quoi est égal le vecteur vitesse moyen. Si maintenant, on définit le vecteur vitesse instantanée, ce qui change entre le moyen et l'instantané, c'est que la durée va être réduite. Réduite au minimum, c'est-à-dire que delta t, la durée, va tendre vers 0. Et j'ai ainsi la définition du vecteur instantané qui est la limite quand delta t tend vers 0 de ce delta OM sur delta t. Alors je ne vais pas refaire le complément mathématique que j'avais fait en cours, mais vous avez vu en classe de première, lorsque vous avez défini la notion de dérivée, que le nombre dérivé, c'était la limite d'un taux de variation. Donc là, on retrouve cette expression-là, la limite quand delta t tend vers 0 du taux de variation de la variation du vecteur OM, et donc le vecteur vitesse instantanée, c'est égal à la dérivée du vecteur OM, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position. Difficulté que je vous ai évoquée donc en classe, la notation concernant la dérivée. En ce qui concerne les mathématiques, la dérivée première, donc quand on dérive une première fois d'une fonction f, est notée f'. Si je dérive une seconde fois, j'aurai f seconde. Eh bien, ce simple prime qui est ici, en physique, il va être remplacé par une notation qui est bien plus complexe, qui est d sur dt. Il faut le voir comme une globalité, ce d sur dt. Il ne faut pas chercher à calculer ce que serait le dt. Hein, ça n'a pas de signification. L'ensemble d sur dt correspond au prime en mathématiques. Le d n'est pas une distance, hein, ça n'a rien à voir. D sur dt, ça veut dire une petite variation de f pendant une petite variation d'instant, pendant une petite durée, et donc ça correspond à la dérivée. Pour la dérivée seconde, eh bien ce d sur dt est élevé au carré. Donc j'ai un d carré et j'ai un dt carré. Donc voilà pour les notations de la dérivée première et de la dérivée seconde. On utilisera plus souvent cette notation-là, dérivée première. Je reviens donc à ce que j'avais défini juste au préalable. La vitesse est donc égale à la dérivée du vecteur position. Voilà une relation fondamentale qui relie deux vecteurs fondamentaux, le vecteur position, le vecteur vitesse. La vitesse, le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position. Le vecteur vitesse peut lui aussi se décomposer dans le repère OIJ. Il possède deux coordonnées, Vx et Vy, une abscisse, une ordonnée, et donc j'ai le droit d'écrire que le vecteur V est égal à son abscisse, Vx fois le vecteur unitaire I, plus son ordonnée Vy fois le vecteur unitaire J. Nous avons ici une relation vectorielle. Là, j'ai exprimé les coordonnées du vecteur vitesse. Préalablement, j'avais exprimé les coordonnées du vecteur position. Eh bien, ce qui est vrai vectoriellement l'est également pour les coordonnées. C'est-à-dire que l'abscisse du vecteur vitesse est égale à la dérivée de l'abscisse du vecteur position. L'ordonnée du vecteur vitesse est égale à la dérivée de l'ordonnée du vecteur position. Nous allons maintenant voir quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse. Qui dit caractéristique d'un vecteur dit une norme, une direction et un sens. Donc la norme du vecteur vitesse, si on connaît ses coordonnées, eh bien c'est égal à la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. C'est une formule que vous avez vue en mathématiques en classe de seconde qui permet de calculer la longueur d'un vecteur. Si on en connaît les coordonnées, eh bien c'est exactement pareil. Ici, on parle de la vitesse, donc cette norme, cette valeur, s'exprime en mètres par seconde. La direction du vecteur vitesse est tangente à la trajectoire.
Et pour ce qui est du sens, eh bien c'est tout simplement le sens du mouvement. Nous abordons maintenant le vecteur accélération. Donc, le vecteur accélération caractérise la variation de la vitesse. On va passer donc par une première définition qui est le vecteur accélération moyen. C'est donc la variation du vecteur vitesse, donc ce qu'il est maintenant, ce qu'il est après, moins ce qu'il était avant, divisé par la durée nécessaire pour aller du point d'avant jusqu'au point d'après. Donc, comme on a déjà vu, c'est une variation du vecteur vitesse divisée par une durée. Il s'agit d'une accélération moyenne. Si on passe maintenant à une accélération instantanée, eh bien, il faut faire tendre cette durée-là vers 0. Cette expression nous fait penser, comme la précédente concernant la vitesse, à une dérivée. Le vecteur accélération est donc égal à la dérivée du vecteur vitesse. Voilà, expression vectorielle générale. Comme le vecteur vitesse était lui-même la dérivée du vecteur position, eh bien le vecteur accélération, c'est la dérivée de la dérivée du vecteur position, la dérivée seconde. Bon, on utilisera rarement le passage direct de A à OM ou de OM à A. On passera toujours par la vitesse en intermédiaire, ce qui fait que la notation là, avec la dérivée seconde sera beaucoup moins fréquente. Ce vecteur accélération, lui aussi, comme tout vecteur, possède deux coordonnées, AX et AY. Et donc, j'ai le droit de dire que le vecteur accélération, c'est son abscisse, AX fois le vecteur I, son ordonnée, AY fois le vecteur J. On additionne ces deux coordonnées. Et les coordonnées, donc AX et AY, vont suivre la même logique que la globalité de la relation vectorielle, c'est-à-dire que la coordonnée AX, c'est la dérivée de la coordonnée du vecteur V, l'abscisse, et pareil pour l'ordonnée du vecteur A, donc AY, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur V. Le vecteur accélération possède lui aussi trois caractéristiques, sa norme, sa valeur, qui est égale à la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. En mètres secondes moins 2, attention à l'unité, l'accélération c'est une vitesse divisée par un temps, donc en termes d'unité c'est des mètres par seconde, donc par seconde au carré. La direction du vecteur accélération, si on regarde cette expression-là par exemple, eh bien on voit que le vecteur accélération est collinaire au vecteur vitesse, au vecteur delta V, et donc en termes de direction, ce sera la même, et puisque le coefficient de proportionnalité et de collinéarité c'est delta t, donc une grandeur positive, le sens de l'accélération est le même que le sens de delta v. Donc graphiquement, on peut être amené dans des exercices à construire ce vecteur delta v, si on connaît les deux vecteurs vitesse avant et après un point donné, et si on connaît le vecteur delta v, eh bien on a la direction et le sens du vecteur A. Voilà donc pour le vecteur accélération. On termine par un dernier vecteur qui est le vecteur quantité de mouvement. Donc ce vecteur quantité de mouvement, c'est le vecteur P, P minuscule, qui est égal au produit de la masse du système par sa vitesse, par son vecteur vitesse. En termes d'unité, la masse est en kilogrammes, la vitesse est en mètres par seconde. La quantité de mouvement s'exprimera donc en kilogrammes mètres par seconde. Voilà pour les grandeurs de base qui vont maintenant nous être utiles pour étudier différents mouvements, différents types de mouvements, à commencer par le plus simple, le mouvement rectiligne et uniforme. Donc un mouvement rectiligne et uniforme, c'est un mouvement dont la trajectoire est une droite et dont la valeur de la vitesse est constante. Cette phrase peut se traduire tout simplement par l'expression vectorielle suivante, le vecteur vitesse est égal à un vecteur constant. Ça veut bien dire que la norme est constante, ça veut bien dire que sa direction et son sens est constant, autrement dit qu'on a une droite. On ne peut pas avoir de direction constante sans avoir une trajectoire rectiligne. Donc vous avez une équivalence entre cette phrase et cette définition vectorielle. Puisque l'accélération, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse, et que dans ce cas précis, le vecteur vitesse est une constante, eh bien la dérivée du vecteur l'accélération est égale à la dérivée d'un vecteur constant. La dérivée d'un vecteur constant est égale au vecteur nul.
Le vecteur accélération est donc nul. Il n'y a pas d'accélération, que ce soit en valeur, en direction ou en sens. Deuxième mouvement, un petit peu plus complexe. Le mouvement est toujours rectiligne, mais cette fois, il est uniformément varié. La trajectoire est donc toujours une droite, mais le uniformément varié veut dire que la valeur de l'accélération est égale à une constante. Ce qui va se traduire vectoriellement par le vecteur A est égal à une constante. Alors on va rencontrer deux situations possibles dans ce type de mouvement. Pour bien comprendre, représentons donc le mouvement rectiligne de l'objet M sur un axe OX qui est représenté ici. Le vecteur unitaire, c'est le vecteur I, et j'ai représenté donc le vecteur vitesse correspondant donc au déplacement du point M. L'axe qui est ici me permet d'exprimer les vecteurs fondamentaux que j'ai évoqués précédemment. D'une part, le vecteur OM donc, qui est égal à la coordonnée du point M fois le vecteur unitaire, donc xi. Le vecteur vitesse, c'est la coordonnée du vecteur vitesse multipliée par le vecteur unitaire, donc Vx fois i, et pareil pour le vecteur accélération, AX, oui, je n'ai pas encore représenté le vecteur accélération, tout simplement parce qu'on va pouvoir rencontrer différentes situations possibles. Nous savons que les coordonnées du vecteur accélération et vecteur vitesse sont reliées par cette dérivée, c'est-à-dire que l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse au niveau de la coordonnée. Et j'ai dit que le vecteur AX était constant, autrement, le vecteur A était constant. Donc ça me permet, si je combine ces deux expressions, d'arriver à l'expression de la vitesse, la coordonnée de la vitesse, Vx, c'est AX fois t plus une constante. Donc cette opération-là qui consiste de passer de cette expression-là à cette expression s'appelle une primitive, c'est-à-dire l'opération inverse de la dérivée. Si vous voyez cette expression-là, si je la dérive par rapport au temps, eh bien je tombe bien sur AX. La dérivée de Vx, c'est AX, donc la primitive de Vx, c'est AX fois t plus une constante. Première possibilité. Si le vecteur accélération est dans le sens du mouvement, dans le sens de V, dans le sens de I, eh bien sa coordonnée, la coordonnée du vecteur accélération, puisque le vecteur est dans le sens du vecteur I, cette coordonnée est positive. AX est positive. Si AX est positif, eh bien, ce nombre positif, si je le multiplie par le temps qui augmente, bien évidemment, au cours du mouvement, et que j'y rajoute une constante, eh bien, tout ça me fait une expression qui augmente. Vx augmente au cours du temps, on a un mouvement qui est accéléré. Deuxième possibilité, la situation contraire, si le vecteur accélération est dans le sens opposé au mouvement, sens opposé au vecteur i, dans ce cas, sa coordonnée AX sera négative. Si AX est négatif, quand je le multiplie par une grandeur croissante, c'est de plus en plus négatif, et j'ai beau ajouter une constante, ce sera de plus en plus négatif. Donc là, vous avez un mouvement qui est ralenti. Vx diminue au cours du temps, le mouvement est ralenti. Donc voilà pour les deux situations que l'on peut rencontrer dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Soit vous avez une accélération, une augmentation de la vitesse constante, soit vous avez une décélération, et dans ce cas-là, la vitesse va diminuer. Troisième type de mouvement, le mouvement circulaire et uniforme. Donc la trajectoire est un cercle, et la valeur de la vitesse est constante. Cette situation est rencontrée dans le cas du mouvement de Vénus autour du Soleil, qui a été évoqué donc lors d'une des activités. Vous avez tracé le vecteur vitesse en 4 points distincts. Donc la trajectoire est un cercle. On voit que le vecteur vitesse, les différents vecteurs vitesse sont tangents à la trajectoire aux différents points considérés. On a tracé le vecteur delta V
pour deux des points. Donc là, V3 et V5 me permettent de tracer un delta V4. Et le delta V4, comme on l'a vu tout à l'heure, va me donner direction et sens pour le vecteur accélération. Le vecteur accélération, le voilà. De la même manière, grâce à V12 et V14, je peux en déduire un delta V13, et le delta V13 me donne direction et sens du vecteur accélération. Eh bien, nous voyons distinctement, avec ces deux exemples, que le vecteur accélération pointe vers le centre de la trajectoire, tout en suivant donc un rayon. On va donc dire que l'accélération est radiale centripète ou normale centripète. Normale, c'est parce qu'elle est perpendiculaire à la trajectoire. Donc comme la trajectoire est un cercle, ça fait quelque chose de radial suivant un rayon. Et centripète, qui s'oppose à centrifuge, c'est vers l'intérieur de la concavité, vers l'intérieur de la trajectoire. Cette accélération, la norme de l'accélération dans ce cas-là, dépend de la vitesse et dépend du rayon de la trajectoire suivant la relation qui est ici. L'accélération, alors j'ai mis le n parce que cette accélération est normale et uniquement normale, on en reparlera juste après. Et donc cette accélération normale est égale au carré de la vitesse, de la valeur de la vitesse divisé par le rayon de la trajectoire. Les vecteurs V et A, attention, ne sont pas constants. J'ai dit que c'était la valeur de la vitesse qui était constante, ce qui se voit sur l'espacement des points. Mais si vous regardez le vecteur vitesse, sa direction change continuellement. Donc le vecteur vitesse n'est pas constant. De la même manière, la norme du vecteur accélération est constante, puisque la valeur de la vitesse est constante et que le rayon est constant. Donc la norme de A est constante, mais la direction et le sens de l'accélération changent, donc les vecteurs ne sont pas constants. Quatrième mouvement, le mouvement circulaire non uniforme. La trajectoire est un cercle, mais cette fois la valeur de la vitesse n'est plus constante. Par exemple avec ce pendule qui oscille autour d'une position d'équilibre. Lors d'une phase de descente, il y a une accélération. Lors de la phase de remontée, un ralentissement du mouvement. Si on considère ce point et ce point, le vecteur vitesse a été représenté, V1 et V2. Les vecteurs accélération ont également été représentés. Et on voit que l'angle qui existe entre les vecteurs V et A ne sont pas égales à 90 degrés, contrairement à ce qui était le cas dans le mouvement circulaire et uniforme. Le vecteur accélération a été... Alors il y a trois vecteurs A, attention. Là c'est le vecteur accélération tangent. Là c'est le vecteur accélération normale. Ce sont les deux coordonnées du vecteur accélération totale que l'on obtient donc par la somme de ces deux vecteurs coordonnés. Donc dans le cas de mouvement circulaire, il est plus facile d'utiliser un repère associé au mouvement, donc dont l'origine est le point qui est en train de bouger, et deux vecteurs unitaires, un vecteur t tangent, un vecteur n normal. Voilà ce que je viens de dire. Ainsi, le vecteur accélération peut se décomposer en une somme donc de deux coordonnées, une normale, une tangentielle. Alors soit on l'exprime de cette manière-là, soit de cette manière-là. Si on veut regarder la similitude par rapport à ce qu'on avait écrit dans le repère OIJ, c'est plutôt cette forme-là, donc avec une coordonnée non vectorielle fois le vecteur unitaire, plus une coordonnée fois l'autre vecteur unitaire. Les deux coordonnées qui sont ici, AN et AT, ont des expressions qui sont les suivantes. Donc là, l'accélération normale a pour valeur V carré sur R. C'est celle que l'on a vue dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme. Mais dans ce cas, l'accélération se limite à cette unique coordonnée. Si le mouvement n'est plus uniforme, eh bien, il y a une deuxième coordonnée qui va être non nulle, c'est l'accélération tangentielle, qui est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps.
Donc voilà une expression. Alors celle-là aussi est à retenir, mais elle a déjà été encadrée dans le cas du petit 3. Donc ces deux expressions-là, on les utilisera pour les mouvements circulaires, et ils sont assez rares dans le chapitre qui va suivre, les mouvements circulaires. En revanche, quand on va s'intéresser au mouvement des planètes autour du Soleil ou des satellites autour de la Terre, pour faire les choses simples, on considérera que les mouvements sont circulaires et donc on aura l'occasion de revenir sur ces deux formules qui sont ici. Aucune des caractéristiques du vecteur accélération n'est constante, ni la valeur, ni la direction, ni le sens. Voilà pour les différents types de mouvements que l'on va rencontrer cette année. Pour finir la boîte à outils, la mise en place donc de toutes les notions importantes, nous allons voir les lois qui permettent d'expliquer le mouvement des objets. Ce sont les lois Newton. Il en existe 3, et ces lois Newton, pour 2 d'entre elles, ne peuvent être utilisées que dans certains référentiels dits galiléens. Et donc la définition d'un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel les 2 premières lois Newton s'appliquent. Exemple, les référentiels terrestres, héliocentriques, géocentriques, qui seront ceux que l'on va utiliser cette année, seront supposés galiléens. Alors c'est bien écrit supposés, en toute rigueur ils ne le sont pas tout à fait, encore moins pour le référentiel terrestre, mais pour faire les choses simples, cette année on supposera donc qu'ils sont galiléens, et donc on aura le droit d'utiliser telle quelle la première et la deuxième loi de Newton. Donc la première loi de Newton s'appelle également le principe de l'inertie, qui a déjà été abordé donc en classe de seconde. Et cette loi de Newton nous dit donc que lorsqu'on a un système qui est soit isolé, soumis à aucune force, ou pseudo-isolé à des forces qui se compensent, eh bien ce solide, ce mobile, soit il ne va pas bouger, il reste immobile, ou bien s'il bouge, il va avoir un mouvement qui va être rectiligne et uniforme. Voilà résumé cette loi Newton sous la forme vectorielle d'une équation vectorielle. Si la somme des forces extérieures qui s'appliquent donc au système est nulle, eh bien le vecteur vitesse est constant. On l'a vu tout à l'heure, le vecteur vitesse constant, ça veut bien dire un mouvement rectiligne et uniforme. Deuxième loi Newton qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique, et comme son nom l'indique, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il va être à la base de beaucoup de résolutions d'exercices, on le verra très bientôt. Cette loi Newton nous dit que la résultante des forces extérieures, la somme des forces extérieures appliquées à un système, est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement. Donc voilà une des expressions de la seconde loi de Newton. Voilà. Sachant que la quantité de mouvement, c'est le dernier vecteur la dernière grandeur fondamentale qu'on a définie, est égale au produit de la masse par la vitesse. Donc si je remplace dans cette expression P par mv, j'arrive à somme des forces extérieures est égale à la dérivée de mv. M étant une constante, c'est la masse du système. Alors, quand je dis étant une constante, dans la quasi-totalité des exercices. Donc là, on va se positionner si la masse du système est constante, qui sera très souvent le cas, eh bien dans ce cas, la dérivée du produit mv est égale à la masse multipliée par la dérivée de v. La dérivée du vecteur vitesse, c'est le vecteur accélération, et donc j'arrive à somme des forces égale ma. Dans la résolution des exercices, si la masse est constante, et ce sera quasiment toujours le cas, voilà comment on va rédiger les choses. On utilise la deuxième loi Newton comme point de départ, comme très souvent, et donc on écrira d'après la deuxième loi Newton. On n'est pas obligé de l'énoncer tel quel si ce n'est pas demandé. D'après la deuxième loi Newton, puisque la masse de mon système est constant, eh bien j'ai le droit d'écrire somme des forces égale ma. C'est le point de départ de la résolution d'exercice de la plupart des exercices. Petite remarque, si on a un système qui est pseudo-isolé, c'est-à-dire que la somme des forces est nulle, eh bien d'après la seconde loi de Newton, ma, le produit masse par accélération, est égal au vecteur nul. Puisque la masse du système n'est pas nulle, c'est que c'est le vecteur accélération qui est nul. Si le vecteur accélération est nul, si le vecteur quantité de mouvement est nul, eh bien c'est que le vecteur vitesse est constant.
Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve là comme remarque, comme cas particulier? Il s'agit de la première loi de Newton. Cette première loi de Newton n'est qu'un cas particulier de la deuxième loi. On pourrait très bien donc limiter les lois de Newton à 2 lois, avec un cas particulier de l'une d'entre elles, qui est le principe de l'inertie. Pour terminer, troisième loi de Newton, principe des actions réciproques. Si on considère 2 systèmes, A et B, et que ces 2 systèmes agissent l'un sur l'autre, j'écris de cette manière-là la force exercée par A sur B, de cette manière-là la force exercée par B sur A, eh bien il va y avoir une réciprocité de ces actions qui peut être illustrée par ce schéma et qui peut être illustrée par cette expression. La force exercée par A sur B est égale à l'opposé de la force exercée par B sur A. Et c'est notamment ce qui va nous permettre d'expliquer la propulsion, le phénomène de propulsion. Voilà pour ce chapitre d'introduction à la mécanique. À bientôt pour le chapitre numéro 7 qui nous permettra d'étudier le mouvement parabolique, entre autres.